Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau L'anatomie comparée pour les nuls, cette fois avec des crânes mystérieux. Et non pas des crânes d'aliens, et non pas des crânes de Nazca, je vous rassure, c'est pas encore une énième vidéo à propos des crânes de Nazca. On a fait le tour du sujet, on a déjà fait plein de vidéos, je vous les remets dans la description si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de savoir. Mais non, on va pas reparler des crânes de Nazca, l'affaire est réglée, l'affaire est résolue. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur le sujet et les vidéos sont en ligne sur le site d'IRNA, donc je vous mettrai le lien vers le site d'IRNA si vous voulez savoir ce que je pense des momies de Nazca. Et en plus, j'en ai reparlé la dernière fois dans le débunkage et pénitence sur les dinosaures intelligents. Parce que même quand je parle de dinosaures intelligents, on me ressort les crânes de Nazca. Donc voilà, la fin de la vidéo des dinosaures intelligents est encore à propos des crânes de Nazca, donc il y en a marre. Voilà. Enfin, des momies de Nazca. Donc non, il y en a marre. On ne reviendra pas sur les momies de Nazca. Donc il y aura que du crâne mystérieux, pas forcément du crâne d'alien, voilà, mais que des crânes qu'on a du mal à identifier. Et puis cette petite vidéo, en fait, je vais la tourner un peu comme un tuto. Voilà, c'est un tuto pour nos amis ufologues et archéomanes, ou pyramidiaux si vous préférez appeler les archéomanes des pyramidiaux. C'est un tuto sur comment économiser son argent. Donc comment économiser l'argent des analyses ADN, comment économiser l'argent de radiographies inutiles, comment économiser l'argent de datation carbone 14 extrêmement coûteuse et inutile. Voilà, si vous voulez, c'est un tuto amical, quoi. Hein. C'est pour vous dire, bah voilà, il existe des réponses faciles à des questions de crâne mystérieux. Et juste en connaissant ces réponses, eh bien, vous n'aurez pas besoin de faire toutes ces analyses extrêmement coûteuses. Il suffit d'écouter les bons scientifiques. Et puis surtout, quand vous demandez des analyses ADN ou des radiographies ou bien des analyses carbone 14, ben, vous demandez finalement à quelqu'un en blouse blanche de vous confirmer que bon, c'est pas humain ou bien c'est pas récent. Donc évidemment, vous allez entendre que quelque chose n'est pas humain, n'est pas récent. Qu'est-ce que vous allez en conclure? Que c'est un ancien astronaute. Non, pas forcément. Pas forcément. Si vous avez un échantillon qui n'est pas humain, il reste encore 3 millions d'espèces à exclure avant de commencer à envisager l'hypothèse extraterrestre. Ou ancien astronaute ou whatever. Donc, et pareil pour les analyses pareil pour l'analyse carbone 14. Si ça vous donne le résultat que c'est pas récent, bah ça veut juste dire que c'est ancien. Ça veut pas forcément dire que c'est ésotérique. Hein. Donc voilà. Faut pas non plus prendre les gens qui vont vous donner les résultats de ces analyses comme des experts. Et aller dire, comme c'est le cas de ce magnifique site que je m'en vais vous montrer, voilà le grand changement c'est maintenant, voilà, allez dire comme ces gens-là l'ont déclaré en janvier 2016, qu'il y a des crânes que la science ne peut pas et ne veut pas expliquer. Parce que théorie de complot, ça remet les théories officielles en question. Voilà, finalement, quelqu'un qui est en blouse blanche et qui vous a fait des analyses, ça veut pas forcément dire qu'il est expert, ça veut juste dire qu'il est capable de faire les analyses. Et on peut pas juste, parce que ces gens-là ne sont pas capables de vous répondre, déclarer des choses du genre on ne peut pas et on ne veut pas expliquer. Voilà, moi je suis scientifique, je peux vous expliquer et en plus j'en ai envie. Donc aujourd'hui je m'en vais vous expliquer des cas de crânes mystérieux qui sont soi-disant inexpliqués et surtout inexplicables. C'est pas un débunkage et pénitence, donc je vais pas présenter que la page web de ce site, hein, mais je vais juste aller vite fait à travers ce site pour vous montrer ce qu'il y a dedans et ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc les crânes de Paracas, c'est typiquement un truc qu'on va pas aborder aujourd'hui, parce que les crânes oblongs comme ça, on en a déjà parlé 1 million de fois, et c'est pas intéressant, c'est déjà connu. Donc dans la catégorie on veut pas et on peut pas, ça qualifie absolument pas à cette catégorie. Donc en l'occurrence, il suffit d'écrire dans la barre de recherche Google crâne oblong, explication scientifique. Voilà. Le mystère des crânes oblongs du Pérou est enfin résolu. Journal du Geek. Et on tombe sur un site qui a le bon goût de nous expliquer, de nous donner l'explication scientifique de la façon dont les crânes oblongs étaient faits. Donc il cite un article relayé par l'université de Cornell et paru dans la très sérieuse revue, je cite, Current Anthropology qui est une très sérieuse revue. Et donc, il nous explique que finalement, les crânes de nouveau-nés, c'est écrit ici, étaient modelés grâce à une armature en bois et des tissus en cuir.
Voilà, ça m'a encore une fois pris littéralement 30 secondes pour trouver une explication scientifique, la preuve que les scientifiques veulent et peuvent expliquer les crânes de Paracas. Donc, et en plus, ils parlent directement des crânes de Paracas en question, donc je suis même pas hors sujet, je suis même pas vaguement hors sujet avec ça. Donc ça, je vais pas en parler, voilà, j'en ai déjà trop parlé, c'est un problème qui est résolu depuis longtemps. Le crâne de Rhodope, lui, m'a donné du fil à retordre, donc celui-là, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Le crâne de Sealand, qui est un exemple de quelque chose dont je ne vais pas parler, qui sont les faux absolument évidents. Parce que là, ce crâne de Sealand, il est en plastique. Ça se voit. Donc on voit là tout ce qui est crâne faux, en plastoc, ou photoshopé, ça je vais pas en parler, parce que évidemment c'est un peu trop facile à débunker. Je veux dire, regardez celui-là, ça se voit qu'il est faux. Je veux dire, il n'y a même pas une seule seconde où n'importe qui a pu croire que ce truc-là était vrai, quoi. Je veux dire, même ne serait-ce que les dents, elles sont trop parfaites, quoi. Les dents sont beaucoup trop parfaites, donc ça c'est du faux, voilà. Il y a des exemples de mauvaise foi affligeantes, comme le crâne de bison préhistorique que vous avez en face de vous. Alors c'est un bison préhistorique avec un trou de balle de fusil, et ça, on nous prétend que c'est inexpliqué. Alors, je vais peut-être avoir l'air d'un trou du cul condescendant en disant ça, mais pour faire un crâne de bison préhistorique avec un trou de balle de fusil, il suffit de prendre un crâne de bison préhistorique, de le poser par terre, de prendre un fusil et de tirer. Et là encore, je pars du principe qu'il s'agit effectivement d'un trou de balle de fusil et pas juste d'un trou dans le crâne comme ça, quoi. Donc, non, là c'est juste de la mauvaise foi. Les scientifiques peuvent expliquer comment on fait un crâne de bison avec un trou de balle de fusil dedans. Il suffit d'un crâne de bison préhistorique et d'un fusil. Donc non, il n'y a rien d'inexplicable. Et les crânes extraterrestres russes, que pour ma part j'appellerais les crânes extraterrestres nazis parce qu'ils ont été trouvés dans un petit coffret qui a été caché par les nazis. Il y a toute une histoire derrière, mais je ne vais pas trop m'intéresser au contexte. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les crânes. Mais moi, je ne les appellerai pas les crânes russes, parce que j'ai un autre crâne russe en réserve. Il n'y a pas que les crânes qui sont sur ce site dont je vais parler. Donc j'ai un autre crâne russe en réserve. Ceux-là, je vais les appeler les crânes nazis. Voilà. Et puis parce que les nazis, ça fait toujours des vues sur YouTube. Et j'ai envie de faire du putaclic en ce moment. Voilà. Donc on retourne à notre petite présentation sur fond noir. Et on va commencer par justement le mystérieux crâne de Russie dont je vous parlais. Pour vous parler des deux grands principes que je vais appliquer aujourd'hui. Le premier grand principe, quand il s'agit d'identifier des crânes mystérieux, c'est de savoir, de comprendre que deux trous symétriques sur un crâne, ça fait pas forcément des yeux. Donc on appelle ça une pareidolie. Donc voici par exemple le fameux crâne mystérieux de Russie dont je vous parlais. Donc il s'agit d'un crâne qui a circulé, voilà une photo de crâne qui a circulé sur internet comme étant celui d'un crâne mystérieux. Et donc on y identifie assez aisément deux yeux, une sorte de nez et une sorte de bouche, ce qui lui donne un air assez belliqueux, vous pourrez le constater. Alors je conteste pas le fait qu'il s'agit d'un vrai crâne, c'est un véritable crâne, il n'y a pas de faux derrière ça, comme je vous ai dit, j'exclus tous les faux. Par contre, je conteste le fait que ces deux trous que vous voyez là, ce sont les yeux. En réalité, si on superpose un crâne de cheval par-dessus ça, eh bien vous constatez qu'il s'agit en fait du dessous et de l'arrière d'un crâne de cheval. Donc en l'occurrence, on y identifie très très bien certaines structures anatomiques comme les deux condyles occipitaux, c'est-à-dire les points d'articulation du crâne avec la colonne vertébrale. On y identifie très bien les deux sinus périotiques, donc qui accueillent l'os qui contient l'oreille interne quand le cheval est vivant. Mais là, apparemment, ces os sont tombés sur ce crâne qui est très abîmé. Je veux dire, vous pouvez même voir qu'à l'avant, justement, eh bien, le crâne a été cassé puisque la boîte crânienne est exposée. Et on voit à l'intérieur de cette boîte crânienne les petites circonvolutions qui sont finalement l'empreinte du cerveau sur l'os. Donc, il ne s'agit que d'un crâne de cheval, et ce qu'on croyait être des yeux étaient en fait des sinus périotiques. Et si on fait attention aux détails, eh ben, on remarque qu'il ne s'agit ni plus ni moins que d'une structure anatomique connue depuis longtemps sur des animaux très ordinaires. Et cela m'amène à mon deuxième point, on va parler de la pneumatisation du crâne. Alors je vous parlais des animaux ordinaires, et bien les animaux les plus ordinaires que nous connaissons, ce sont les animaux, les grands herbivores domestiques. Ce sont les vaches, les chevaux, les moutons. Pourquoi c'est de eux dont on va parler aujourd'hui ? Eh bien parce que comme ils sont herbivores, ils sont extrêmement nombreux. Les herbivores sont incroyablement plus nombreux que les carnivores dans le règne animal, et donc c'est leur crâne qu'on va avoir le plus de chances de retrouver quand on se promène comme ça.
Et ils ont cette particularité, tous ces grands herbivores, d'avoir une pneumatisation importante du crâne, ce qui fait que dès qu'ils s'usent, dès qu'on les casse un peu, eh ben, ils commencent à avoir des têtes un peu pas possibles. Donc ici, vous voyez le crâne d'une vache sur la gauche, et vous pouvez voir que ce crâne de vache, eh bien, il est, en fait, il y a une couche de creux entre la boîte crânienne et sa surface. Et cette couche de creux, elle envahit même les cornes, ce qui fait que même les cornes sont creuses chez les vaches et les moutons, par exemple. Donc ça déjà, bah, c'est un peu un what the fuck, quoi. Les cornes sont en fait creuses chez les vaches et les moutons. Et du coup, bah, ça rend difficile l'identification de certains crânes extrêmement usés. Et on va voir que, par exemple, ici, les crânes nazis, typiquement, ce sont en fait des arrière-crânes d'un mouton ou d'une chèvre, et dont on peut voir une cassure qui expose l'intérieur des cornes qui est creux. Donc là, je vous montre sur la vidéo comment on passe justement de l'un de ces crânes à un crâne de mouton. Et il suffit finalement de percer 2 trous à la base des cornes pour exposer le sinus qui remplit ces cornes, du coup, et qu'on appelle le sinus paranasal. D'ailleurs, si vous voulez des termes scientifiques pour décrire le nom de ce sinus, eh bien le sinus qui occupe tout le crâne chez les herbivores, on l'appelle le sinus paranasal. Et là où ça devient très intéressant avec ces fameux crânes nazis, c'est que si vous avez du mal à croire qu'il s'agit en fait de crânes de moutons ou de crânes de chèvres, eh bien il y a des radiographies qui ont été faites de ces crânes, et l'une d'entre elles expose très clairement ce qu'on peut reconnaître comme étant la boîte crânienne et l'intérieur creux des 2 cornes, que je vous compare ici à une radio du mouflon. Donc tout à l'heure, je vous ai fait défiler une petite animation d'un mouflon qui passait, qui était radiographié, enfin qui a été CT scanné en réalité, c'est de la tomographie à rayon X, mais c'est à peu près le même principe, c'est juste en 3D, c'est tout. Mais au final, ça vous donne des radiographies, et sur ces radiographies, eh bien, si on fait un arrêt sur image, on peut voir les mêmes structures que sur les crânes nazis. Donc ces crânes nazis ne sont ni plus ni moins que des crânes de chèvres, de moutons, enfin un crâne d'ovin quelconque, un peu dur à identifier dans cet état-là évidemment. Mais voilà, c'est rien d'extrêmement exotique. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, bah voici l'arrière d'un crâne de mouflon, et voici l'un de ces crânes nazis pris selon une vue assez similaire. Donc ces crânes de mouflon... En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Alors notre deuxième crâne aujourd'hui, ça va être ce que j'appelle le crâne chinois. Bon, pourquoi le crâne chinois ? Parce qu'il a été découvert par un ufologue chinois. Et donc cet ufologue chinois clame que ce crâne mystérieux est celui évidemment d'un alien. Alors ce qu'il y a de marrant avec ce crâne, c'est qu'il a un côté concave, un côté tout plat, et entre les deux, vous pouvez voir la pneumatisation, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, quand vous voyez cette pneumatisation, là, c'est toutes ces cavités à l'intérieur de ce crâne, tout de suite, normalement, maintenant que vous savez que les herbivores ont ce genre de pneumatisation, ça doit tout de suite vous mettre la puce à l'oreille. Et effectivement, quand on compare ce crâne à un crâne de bovin, que je m'apprête à retourner sur cette petite animation, eh bien on constate assez rapidement que la concavité sur le dessus correspond en réalité à l'empreinte du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc en fait cette concavité, ce n'est pas le haut du crâne d'un crâne inconnu, c'est en fait le dessus de la boîte crânienne avec l'empreinte des 2 hémisphères cérébraux dessus. Et on voit très très bien la pneumatisation du crâne sur la tranche du crâne de bovin, qui se compare extrêmement bien à celle sur le crâne chinois. Et là, ce qui est intéressant à noter, c'est la surface creuse avec toutes ces circonvolutions qu'on peut voir. En fait, il s'agit de l'empreinte des 2 hémisphères à l'intérieur de la boîte crânienne, et vous voyez toutes ces circonvolutions, en fait, ce sont les empreintes des circonvolutions du cerveau. Donc ça, c'est un très fort indicateur de ce qu'on est en train de regarder. Parce que ce qu'il y a de très fort avec ces crânes mystérieux, souvent, c'est qu'ils ne sont pas orientés. Voilà, comme par exemple le crâne chinois ici, il n'est pas du tout orienté comme il faut sur cette photo, comparé à ce crâne de bovin. Donc l'orientation, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Donc à partir du moment où vous avez localisé les sinus, ça vous permet de localiser le haut du crâne, parce que le sinus paranasal, il est toujours sur le haut du crâne. Donc en fait, ce crâne chinois, là, il a été pris en photo à l'envers. Ce que vous voyez sur cette photo, en fait, c'est le dessous du spécimen, et le dessus, en fait, il est tout plat. Donc la simple connaissance du fait qu'il y a ce sinus paranasal vous permet tout de suite d'orienter les spécimens. Et ensuite, si vous savez qu'en dessous du sinus paranasal, on a une bonne chance de trouver l'empreinte du cerveau sur la boîte crânienne, ça vous permet d'être encore plus sûr de ce que vous êtes en train de regarder et
et dans quel sens vous êtes censé le prendre surtout. Chose que visiblement notre ufologue chinois n'a pas fait. Donc ici, vu sur une photo maintenant, donc on laisse tomber un peu l'animation, mais comparé à une photo d'un crâne de bovin qui a été coupé d'avant en arrière, en fait, horizontalement d'avant en arrière, eh bien, le crâne chinois, en fait, se placerait ici. Voilà. Donc là, la correspondance est assez évidente entre les deux. Ça se superpose très très bien. Donc ce crâne chinois, eh bien, ce n'est pas plus un crâne mystérieux que ça. Donc appelez ça un crâne mystérieux, encore une fois. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Le crâne suivant est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Et il s'agit du crâne de Rhodope. Et celui-là, pour le coup, il est effectivement assez difficile à analyser parce que j'ai pas trouvé tout de suite ce que c'était. Là, celui-là, il m'a vraiment fait réfléchir. Alors encore une fois, si on le regarde, on voit que le dessus est plat et qu'en dessous, on a des sinus. Donc il m'a été assez facile tout de suite de me rendre compte que ce petit bout de sinus paranasal, là, ça pointait tout droit vers un herbivore, certainement un bovin. Mais ça n'a pas été facile de trouver à quel genre de bovin ça appartenait. Et au final, j'ai fini par trouver quand même un crâne de bovin, je crois que ça doit être un crâne de vache, mais je suis pas sûr, qui était cassé plus ou moins de la même façon, et qui permet de voir exactement ce que le crâne de Rhodope est en réalité. Alors voici le crâne de bovin, très identifiable à ses cornes. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce crâne appartient à une vache ou à quelque chose de très très proche. Déjà, je vais vous montrer la structure qui m'a donné la puce à l'oreille pour identifier qu'il s'agissait d'un crâne de bovin. C'est cette petite crête ici. Donc cette petite crête, on la retrouve sur le crâne de Rhodope. Et ça m'a permis de voir qu'il s'agissait de la base d'un crâne. Et à partir de là, du coup, j'ai pu retrouver ce spécimen, donc qui nous montre bien la surface du crâne, que je vous montre ici avec le doigt, le sinus paranasal juste en dessous, qu'on retrouve sur le crâne de Rhodope, ces deux trous-là qui sont en fait les deux trous pour les bulbes olfactifs du cerveau, et en dessous les deux trous pour ce qu'on appelle le foramen rotundum, qui est donc un passage de nerf. Et là, vous avez ce côté-là et ce côté-là qui ont été complètement cassés, en fait. Ils ne sont pas préservés sur le crâne de Rhodope, ce qui lui donne cet aspect un peu triangulaire. Mais sinon, vous pouvez voir que toutes les structures sont là. Donc si on veut transformer ce crâne de bovin en crâne de Rhodope, c'est pas compliqué, il suffit de découper en fait ce crâne sur les deux côtés, et comme ça on enlève les cornes, on enlève les deux petits morceaux que je vous ai montré tout à l'heure avec le doigt, et on obtient finalement la même structure avec le dessus qui est plat, la pneumatisation en dessous, les deux trous pour les lobes olfactifs et les deux foramen rotundum qui se trouvent en dessous, et voilà, vous avez recréé votre crâne de Rhodope. Donc ce crâne de Rhodope, il a finalement rien de mystérieux, comme tous les autres, il s'agit ni plus ni moins que d'un crâne de grand herbivore, un crâne de bovin dans ce cas-là, qui a été cassé et dont on ne voit plus les cornes et dont on voit difficilement les structures. Et alors dans tout le panel de photographie qui a été fait du crâne de Rhodope, je vais m'intéresser aussi à cette photo-là. Il s'agit d'une photo du crâne de Rhodope vue du dessous. Et encore une fois, si on compare cette vue du dessous du crâne de Rhodope à notre crâne de bovin coupé en deux dans le sens horizontal, eh bien on peut le replacer assez aisément, exactement au même endroit finalement que le crâne chinois. Il s'agit de la boîte crânienne, ni plus ni moins, à l'intérieur de laquelle on voit justement les impressions du cerveau sur la surface de la boîte crânienne. Donc ce crâne de Rhodope, idem, il n'a rien de particulièrement mystérieux, il ne s'agit encore une fois que d'un crâne d'un grand herbivore. Ah, bullshit! Bullshit! En conclusion, est-ce que la science veut et peut expliquer tous ces crânes mystérieux ? La réponse est oui. La réponse est tout à fait oui. Il s'agit tous de crânes d'herbivores. Comment on le sait ? Grâce à la pneumatisation, et ensuite, il suffit de trouver de quelle espèce il s'agit. Alors, je prétends pas avoir identifié les espèces, je pense qu'il s'agit de bovins ou d'ovins ou d'autres grands herbivores, mais évidemment, c'est assez dur de déterminer l'espèce avec des restes aussi fragmentaires. Le crâne chinois en particulier a une teinte et une patine qui me fait même penser à un fossile, donc il est même pas impossible que ce crâne chinois appartienne à une espèce éteinte, en réalité. Et dans ce cas-là, ça rend le fait qu'un ufologue le garde pour lui encore plus criminel, mais passons là-dessus. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'incapacité des archéomanes, des pyramidiaux et des ufologues à vouloir entendre ou comprendre les explications scientifiques ne constituera jamais, en rien, une preuve que la science ne s'intéresse pas à leur découverte.
La science peut s'intéresser à leurs découvertes, mais s'ils sont pas prêts à entendre ce qu'on a à leur dire, il est très clair qu'ils n'iront nulle part. Et j'attends dans les commentaires des réactions qui vont être des réactions extrêmement rageuses de ces gens-là qui ne vont pas vouloir entendre les explications que j'ai à fournir. Mais c'est pas parce que eux ne veulent pas entendre mes explications que je n'ai pas d'explication. Donc la science veut et la science peut, et non, ces crânes ne remettent rien en question, aucune théorie officielle, entre guillemets. Donc finalement, les seuls crânes mystérieux, c'est ceux qui contiennent un cerveau qui croit encore que les scientifiques ne s'intéressent pas à ces mystères. Et de toute façon, la seule raison pour laquelle les scientifiques passent peu de temps à étudier ces mystères, c'est juste parce qu'il ne s'agit pas de mystère du tout. Voilà, le crâne de Rhodope, ça m'a pris une grosse demi-heure pour comprendre ce que c'était. Voilà. Donc s'ils avaient juste envoyé la photo du crâne de Rhodope à un spécialiste et qu'ils avaient su écouter ce que ce spécialiste avait à dire, ces crânes, ils n'auraient pas été mystérieux du tout. Donc mesdames et messieurs, je vous invite à attraper les crânes des pyramidiaux, des archéomanes et des ufologues qui ne veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire et de coller votre oreille dessus et vous verrez, on entend l'océan. Voilà, merci à tous et à la prochaine fois sur Stop Science.